comment est-ce que les divers systèmes sociaux affectent notre capacité à humaniser? Pourquoi est-ce que notre société faillit constamment à résoudre les grands problèmes? La consommation de substances est-elle le résultat de chaos, d'actes criminels ou tout simplement les conséquences de traumatismes? Et sommes-nous tous destinés à vivre du capacitisme? Les réponses à ces questions et bien plus aujourd'hui dans Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées à la violence basée sur le genre. Je suis votre animatrice Karen Ouassé et aujourd'hui, elle parle de capacitisme, de santé mentale, de consommation et de violence avec Mélanie Stafford. Alors Mélanie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Absolument, avec plaisir. Je m'appelle Mélanie. J'utilise les pronoms « elle », puis je suis activiste. Ça fait 25 ans que je fais du travail d'éducation populaire, du travail de justice sociale. Puis pour m'y prendre de façon redevable, il faut que je fasse beaucoup de travail. Redevabilité? Oui, exactement. Très bien. On va passer à la première question. Merci. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle du mot capacitisme? Oui. C'est que le capacitisme, c'est une forme d'oppression qui opère très bien avec toutes les formes d'oppression. Quand on parle de capacitisme, c'est que tous les ismes, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre visibles les systèmes qui opèrent de façon invisible. C'est un système qui met en valeur certains corps, puis certaines façons d'être, puis certains cerveaux, vraiment au détriment des autres. C'est un système qui dit qu'il y a vraiment une façon préférable d'être. Ça fait qu'une façon préférable qui est jeune, qui est mince, qui est blanche, qui est linéaire, qui est capable de s'expliquer très vite, qui a une bonne mémoire. Tous ces discours-là, c'est de ça qu'on parle quand on parle du capacitisme. Et comment le capacitisme, il interagit avec les autres formes d'oppression? Oui, ça travaille très bien. Le capitalisme puis le capacitisme s'adorent avec le patriarcat aussi. Le patriarcat, entre autres, donne un message que avec le capitalisme, il y a un certain corps qui est utile, puis c'est celui qui produit un certain travail. Quand on parle des corps aussi, faut penser à la grossophobie. La grossophobie, c'est un autre système d'oppression qui, dans cette culture-ci, c'est pas partout la même chose, mais favorise, puis dit que c'est attirant d'avoir un corps qui est plus mince. Quand ça vient avec l'interaction avec le capacitisme, il y en a plusieurs d'entre nous qui ont des corps qui changent dans le temps. Puis ça, c'est inévitable. On prend des médicaments qui ont des impacts sur notre corps, qui vont faire des changements corporels. Le colonialisme aussi, une des opérations du colonialisme, c'est d'enfantiliser. L'autre, c'est de dire je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et puis les gens qui vivent avec des handicaps sont souvent réduits à des enfants qui sont incapables de faire des décisions pour eux-mêmes. Puis le colonialisme nous isole beaucoup. Il nous isole du relationnel, de soi-même, mais aussi de la nature. Ça fait que nos interactions avec la nature, où il y a des saisons, où il y a toutes sortes de températures, où tout est parfait, mais rien est parfait aussi. Quand on est séparé de ces choses-là, ça perpétue justement le colonialisme. Le colonialisme aussi, puis le capitalisme, avec le capacitisme. Le capacitisme. Il y a un rythme de vie qui est vraiment inhumain. Il n'y a personne qui est supposé travailler les heures de travail qu'on fait. Il y a aussi une interdépendance qui est importante quand on pense au capacitisme. Ça fait que
quand ça vient au travail, il n'y a personne qui est supposé d'être séparé de ses liens interrelationnels pendant si longtemps. On est relationnel, on est interdépendant. Moi, je dépends de l'ingénieur qui a pensé à cette table-là, qui répare les rues. Il y a quelqu'un d'autre qui s'assure que, tu sais, mon lait, il est bon, entre autres. Puis, le colonialisme et le patriarcat favorisent beaucoup des concepts d'indépendance, tandis que pour contrer le capacitisme, on veut vraiment reconnaître qu'on est interdépendant. Ouais. Puis dans la structure de la famille, ça fait que le capitaliste qui dit, tu sais, travail, séparé de ta famille, des personnes qu'on aime, puis on est moins disponible, tandis que l'humain, surtout le petit humain, a besoin de la famille puis du soutien d'adultes. Ça fait que sans ça, il y a des conséquences dans le développement des enfants. Puis ça mène à une certaine pauvreté émotive. Puis ça soulève toutes sortes de questions de comme le privilège du temps, le privilège du repos. Ouais. Puis finalement, puis c'est vraiment pernicieux, là, mais la dominance de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est un domaine qui est très patriarcal, puis blanc. Les personnes autochtones, noires, racisées, les personnes de couleur sont maltraitées, sont mal diagnostiquées, ont des expériences vraiment difficiles dans ce système-là qui est très privilégié dans notre culture. Les psychiatres blancs, pendant longtemps, ont vraiment pathologisé le comportement de personnes racisées avec toutes sortes de conséquences de trauma qui sont quand même vraiment importants. Mais c'est encore un système qui est validé. Puis ça sert le système capitaliste qui dit la déficience, c'est en toi. L'individu, c'est pas les conditions dans lesquelles tu opères, c'est toi. C'est que c'est à toi de réparer ça. C'est ton problème à toi. Oui, exactement. Ouais. Alors, maintenant qu'on sait que la violence, dans toutes ses formes, elle peut mener à des effets sur la santé et le bien-être des survivantes, de quelle façon tu penses que le capacitisme peut être une barrière à leur processus de reprise de pouvoir? Oui. Fait qu'une première chose à nommer, c'est que nos cerveaux sont brillants, puis magnifiques, puis ils s'adaptent à toutes sortes d'environnements, puis toutes sortes d'expériences au fil des années. On a déjà entendu parler des réponses traumatiques. C'est que les 5 réponses, quand on parle de figer, de lutter, de s'apaiser, de fuir, puis de se soumettre. Ouais. Ça, c'est une réponse de stress. Et puis avec le fil de temps, des fois, on reste dans ces réponses de stress-là pendant longtemps. Puis, toutes ces réponses de stress-là mènent à des comportements qui sont souvent pas socialement acceptés. Ça fait qu'un comportement d'évitement pourrait être un exemple de fuite. Ça fait qu'on va dire, dans une dynamique de travail, on a vraiment de la misère à faire avec comme n'importe quel enjeu de travail. Okay. Je parle du travail parce que la reprise de pouvoir, on le sait que pouvoir avoir accès au milieu de travail, c'est une des façons qu'on peut reprendre son pouvoir. Ça amène à une indépendance financière qui est quand même importante. Puis le trauma, ça a un impact sur la mémoire. Puis encore, dans un milieu de travail, on dépend beaucoup de la mémoire. On s'attend beaucoup à ce que les gens soient capables de mémoriser toutes sortes d'informations. Tandis que quelqu'un qui est survivante, qui gère avec les souvenirs, ça va être très difficile d'aller chercher des informations qui sont plus calmes, qui sont plus en lien avec le travail.
mais on s'en va chercher dans la même place où il y a des souvenirs qui sont très difficiles. Ça fait que c'est une façon que nos cerveaux prennent soin de nous, qui nous garde en sécurité, c'est de vraiment couper l'accès à notre mémoire. Ça fait que, ouais. Quand on parle aussi de la reprise de pouvoir et puis de la violence, ben le temps qui est nécessaire pour guérir il est beaucoup plus long en réalité que les mœurs sociales nous disent. Souvent, nos services ou s'il va y avoir comme du soutien ou une ressource, ça va être limité à comme 3 sessions ou 6 sessions. Oui. Puis c'est ridicule. Oui. Ouais. Puis ça, c'est un autre exemple d'une façon que le capacitisme opère très bien avec le capitalisme. C'est ce que j'allais dire. Tantôt, tu as parlé du temps, comme on n'a pas le temps. Oui. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Ça fait que de pouvoir prendre un recul, c'est très difficile, puis c'est un grand privilège, et puis c'est très rare. Ce que ça fait qu'on continue à opérer avec nos cicatrices qui sont pas tout à fait guéries, puis qui sont pas loin, puis qui peuvent s'ouvrir encore. Pour participer dans la société, comme dans des espaces publics, il y a toutes sortes de comportements qui sont requis. Je vais partager un exemple tangible d'une survivante que j'ai soutenue. C'est une histoire qui est pesante, qui est difficile. Je t'en prie. Je vais l'appeler Tyler. Elle était survivante de violences familiales, d'inceste, jusqu'à l'âge de 15 ans. Oui. Et puis, moi, je l'ai rencontrée quand elle avait 25 ans, puis je l'ai connue pendant 15 ans. Et puis, pendant ces 15 ans-là, elle était consommatrice puis utilisatrice de drogue. Puis en public, quelque chose qui arrivait assez souvent, c'est qu'elle criait. Puis c'était des micro-moments où elle se souvenait qu'elle était dans son corps et puis elle avait des souvenirs de ses premières 15 années d'existence. Puis une des façons qu'elle reprenait son pouvoir, c'était de crier. Puis pour se défaire de ces souvenirs-là. Puis c'est brillant comme... Oui, c'est brillant. Mais on sait que publiquement, quand une femme, c'est l'hystérie. Oui, exactement. La folie. C'est qu'elle vivait souvent qu'on appelait la police en réaction parce que c'est la seule ressource qu'on a en ce moment. Une chance que nous, on avait un service d'intervention communautaire, ça fait qu'on la connaissait, puis on pouvait aussi juste expliquer tendrement, mais avec sa confidentialité, aux gens qui s'inquiétaient parce que c'est inquiétant, c'est correct, ça. Mais pendant vraiment 15 ans que je l'ai soutenue, c'était tellement essentiel pour elle d'être physique dans son corps, puis de crier. Puis justement, c'est une reprise de pouvoir de son humanité. Mais c'est un exemple de comme qu'est-ce qu'on fait avec ces comportements publics-là qui sont pas qui sont difficiles. Nickel. Ouais. Et d'après toi, tu as parlé du fait qu'elle a consommé des substances. Oui. Notamment, lorsqu'il s'agit du capacitisme, comment il s'applique dans la façon dont on parle des personnes qui utilisent justement des substances? Oui. De quelle manière? Oui. Super de bonnes questions. Puis, il y a plusieurs courants de pensée. Ça fait qu'il y a un courant de pensée qui dit l'utilisation de substances, c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est correct de vivre des façons alternatives avec son propre corps. On peut choisir ça pour soi, de la même façon qu'on rêve. Puis ça fait qu'on... peut-être qu'on a besoin de vivre ces expériences-là. Ça, c'est comme un courant de pensée. Donc, ça, c'est un premier courant. Oui. Quel serait un autre courant de pensée par rapport à l'utilisation des substances et le capacitisme? Oui, ça fait qu'un autre courant de pensée, c'est
justement pour pouvoir faire avec le contexte actuel, pour pouvoir avoir accès à des ressources, pour pouvoir avoir accès à un soutien financier. On détermine que la consommation, c'est une forme d'handicap. Ça fait que des gens comme moi veulent justement élargir nos compréhensions des conditions handicapantes. Oui. Ça fait qu'on peut vraiment réfléchir à toutes sortes de choses. Les conditions handicapantes physiques, les conditions handicapantes mentales. On peut aussi penser au traumatisme intergénérationnel. Puis tout ça se fait dans une société qui continue à criminaliser l'utilisation de drogue. Oui. Puis il y a un discours de choix. Il y a un discours qui dit si tu voulais vraiment, tu pourrais arrêter, tu devrais même Recommencer. Oui, surtout. Oui. Puis le discours du criminel, ben c'est convenient parce que encore ça invisibilise les conditions sociales qui sont des choix qu'on fait. Ça fait que c'est toi la personne déficiente encore. Puis ces discours-là de la personne criminelle qui est utilisatrice de drogue, ça fait que leur accès à des services est vraiment difficile. Puis j'inclus les services d'hébergement dans ça. C'est normal que les personnes vont cacher leur consommation. Pouvoir avoir accès au logement. Oui, exactement. Puis les intervenantes vont intégrer ces discours-là comme de façon inconsciente. Puis on comprend ça. Les intervenantes ont des charges de travail qui sont vraiment grandes. Ouais. Mais donc, quelque part, elles vont le faire innocemment. Oui. Sans mauvais fond. Ouais. Mais juste parce que c'est la loi. Oui, exactement. Puis, ça vient avec toutes sortes de jugements. Ça fait que tout ce discours-là de choix-là, ça fait que si elle aimerait vraiment ses enfants, c'en est un qui est immense. Et puis, ayant travaillé avec des utilisatrices de drogue pendant longtemps, l'amour pour les enfants n'est jamais en question. Puis c'est seulement, ça serait un choix. Seulement, ça serait si simple que ça. Ça l'est vraiment pas. Puis le contexte encore social de la criminalisation de l'utilisation de drogue mène à toutes sortes de comportements qui sont encore criminalisés. Ça fait que la distribution, puis l'achat, ça, c'est toutes des choses qui vont être cachées. Ça fait qu'on fait que la personne est suspecte. Pour les intervenantes, c'est de se donner le temps de vraiment réfléchir à comme qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le contexte plus large. L'économie underground n'est pas plus violente que l'économie above ground. Oui. Donc, légal ou illégal, il n'y a pas vraiment de différence, sauf la légalité. C'est comme, on peut se donner l'espace pour avoir ces conversations-là. Puis justement, comme ça, c'est un des fonctionnements du capacitisme et du capitalisme, c'est que les intervenantes, on est occupés. On a des charges de travail, des complexités qui fait qu'on n'a pas vraiment de temps. Puis, c'est rare sont les espaces d'hébergement qui ont vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour être accueillante à des personnes qui sont utilisatrices de drogue. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde? Non seulement pour elle, pour sa famille, pour tout le monde. Comment est-ce qu'on interagit avec, justement, les discours qui criminalisent, tous les services connexes, l'aide à l'enfance étant un service important dans ça. Oui. Mais c'est un peu même le contraire, je dirais, maintenant, des politiques où on en est. En août 2024, le gouvernement provincial il a annoncé que la fermeture de services de consommation supervisée. Quel impact tu penses que cette décision va avoir sur les personnes qui ont des problèmes de consommation et donc consulter ce genre de service? Oui, c'est un choix politique qui va mener à des morts. Des répercussions graves. Oui, c'est un choix politique fatal. Clairement.
le gouvernement conservateur actuel, quand il est venu au pouvoir, c'était une de ses premières décisions, c'était de couper le nombre de sites de consommation en Ontario. À ce moment-là, je pense qu'on avait comme 18. Puis on a fait, c'est tout. Mais le modèle de site de consommation original était beaucoup plus petit. Ça fait qu'à cause qu'on n'en a pas assez, ben le site de consommation a été bâti pour peut-être, je sais pas, 100 clients uniques, mais où je travaillais, on avait 4000 clients uniques, mais dans un espace qui était bâti pour environ une centaine. Les numéros sont pas exacts, là, mais la comparaison. Oui, est immense. Puis, ça fait que l'approche de santé publique, l'approche qui est beaucoup plus efficace, aurait été d'en avoir plusieurs pour pas surcharger les quelques sites de consommation qu'on a, parce que ça a créé toutes sortes de problèmes. Ça fait que quand que, justement, on était juste bâti, puis le design, c'était juste pour 100 personnes, mais là, ça fait que les gens attendent dehors. Et puis ça dérange les voisins. Puis je comprends, parce qu'on n'était pas supposé d'avoir à accueillir autant de personnes. Oui. En ce moment aussi, parce que on est en grande détresse, les gens qui travaillent dans ce monde-là. Ça fait des années qu'on vit des deuils, puis qu'on vit des décès vraiment hebdomadaires. Moi, j'ai perdu des clients à toutes les... Il y avait des semaines, c'était à tous les jours, puis il y a des semaines que c'était à toutes les semaines. La liste de personnes qui sont mortes, puis ça aurait pu être... on aurait pu prévenir ces pertes-là par des choix politiques vraiment différents. Elle est grande. Ouais. Justement, en termes de choix politiques, quand tu vois que c'est des choses qui auraient pu être réglées avec plus de centres, mais que quelque part, on voit qu'il y a un budget qui a été alloué à un autre service. Oui. Mais puis c'est ancré dans des valeurs parce que, un espace de consommation essaie de s'éloigner de ces discours de criminalisation-là, de la personne qui est déviante, qui est criminelle, qui est mauvaise, qui a fait des mauvais choix. Puis justement, on dit, en fait, tu es une personne qui vaut un investissement santé. Toi aussi, tu as le droit à l'accès à des services de santé. Comme toutes sortes d'autres choses, il y a plein de systèmes de santé, de services de santé qui sont là pour soutenir les gens dans leur maladie. En ce moment, il y a une campagne d'activistes que j'adore. On met des collants littéralement partout, dans tous les espaces publics, pour dire, le gouvernement conservateur actuel vient de décider que ça va être ici un site de consommation. À cause de toutes les fermetures de sites de consommation, on peut s'attendre à ce que la consommation publique va augmenter parce que là, on n'a plus d'endroits sécures. Sécure et illégal. Donc, ça va être illégal et probablement pas sécuritaire, pas hygiénique. Oui. Et puis, traumatisante de témoigner de surdose. Aussi, je ne le souhaite pas à personne, mais encore moins quelqu'un qui n'a pas fait le choix. Moi, j'ai choisi de travailler dans ce domaine-là, ça fait que j'ai été préparée, puis je savais comment réagir. Mais, je suis très fâchée. Oui, ça se voit pas. Mais je te crois à 100%. Oui. On continue de parler un peu du gouvernement. Il a également annoncé qu'il planifie rendre la participation dans des programmes de traitement obligatoire pour certaines personnes. Que penses-tu de ce plan-là? C'est un exemple d'infantilisation. Il n'y a pas de science qui soutient cette approche-là. Puis encore, ça s'insère dans des illusions. On aimerait vraiment ça
déterminer que justement la personne fait un mauvais choix, si on peut la réorienter quelque part, il y a même le langage de traitement, on peut traiter ça, et puis là, tu peux revenir comme membre de la société fonctionnelle d'une certaine façon. C'est comme, c'est apaisant, puis encore, ça met le poids sur l'individu, puis les conditions, la société, s'en lave les mains. C'est extrêmement frustrant aussi d'une perspective de violence genrée parce que les centres de traitement présentement, il n'y a pas de réglementation. C'est surtout des centres privés. À part de comme si on a un thérapeute ou une travailleuse sociale qui travaille là, c'est les seules regulations qui sont là. Et puis moi, comme intervenante, il fallait que j'aie vraiment des grandes réflexions dans l'éthique de soutenir, surtout que les femmes aillent chercher du soutien dans les espaces de traitement parce que, pour plusieurs raisons, parce que les taux d'harcèlement violent, les taux d'harcèlement sexuel dans les centres de traitement sont très hauts. Et puis, c'est épeurant. C'est triste. C'est vraiment triste. Ça fait quand une femme veut, pour toutes sortes de raisons, c'est souvent lié à l'accès à ses enfants. Ça fait que c'est une condition qu'elle ait cherché un traitement, qu'elle trouve une sobriété. Mais moi, je m'inquiète aussi à la fin de ce traitement-là parce que les taux de surdose fatale sont très hauts. Semblable quand les gens sortent de prison. Il y a que ça reprenne. Oui, puisque ça, en temps normal, la consommation aurait été relativement stabilisée, mais après une période de sobriété, l'utilisation va être augmentée, ça fait que les risques sont augmentés, puis l'isolation va être augmentée parce qu'il y a la honte qui s'insère dans ça. Puis on t'a donné le message, puis on t'a célébré, c'est ça. Et la culpabilité. Oui. Parce qu'il y a tellement de personnes qui t'ont fait confiance. Oui. Et maintenant, tu es en train de les décevoir. Oui. C'est qu'il y a ça. C'est que non, on n'aime pas cette piste-là. Donc, clairement, on a remarqué qu'avec certains services, certains programmes du gouvernement de réhabilitation de personnes, il y a pas mal de stigmatisation, il y a pas mal de contraintes pour pouvoir y accéder. Donc, pour les personnes qui consomment, qui consomment des substances en général et qui ont donc un accès difficile à ces logements ou à ces services-là, ils ont tendance à penser que ces programmes, ils ne sont pas conçus pour eux et pour leurs besoins. Donc, par exemple, il va y avoir des règlements qui excluent si tu fais une rechute de consommation de substances, comme la personne dont tu as parlé tantôt, et donc les remet sur la liste d'attente. Pourquoi tu penses que les programmes sont si souvent conçus sans prendre en compte que ce sont des choses qui peuvent arriver? Oui. Le capitalisme a beaucoup de misère avec les enjeux sociaux de longue durée. On a de la misère avec le changement climatique, avec le homelessness, avec la criminalisation de drogue. L'accès au logement en général? Oui. Tout ce qu'on donne, c'est des ressources de projets puis de courte durée, mais pour des enjeux qui méritent beaucoup mieux. Ça fait qu'il y a cet élément-là. Il y a aussi les personnes qui prennent les décisions, souvent préfèrent les numéros. Ça fait que politiquement, c'est préférable de dire on a desservi 94 personnes dans tel... Les effectifs. Exactement. Tandis qu'on sait très bien dans le secteur que la complexité des situations fait que... Puis nous, on veut maintenir la qualité de nos services. Mais quand on dit « j'ai soutenu 14 personnes », ça veut dire qu'on n'a rien fait du tout. Oui. Puis on mesure moins la qualité, à long terme, l'impact, comme ce qui est plus efficace prend plus de temps, puis ralentit. Mais justement. Dans le monde aussi d'utilisateurs de drogue,
Et puis, le monde de justice, pareil pour les personnes handicapées, on a beaucoup l'expression de « rien sans nous, pour nous ». Puis c'est exactement parce qu'il y a tellement plein d'exemples de pratiques puis de politiques qui ont été déterminées par les gens qui ne savent pas les réalités, puis ça floppe, ça ne fonctionne pas. Un exemple, au tout début, quand on a commencé à activer des soutiens de ressources de réduction des méfaits, de donner des outils, les politiciens se disaient, mais là, on ne va pas mettre des seringues dans la communauté, puis ça va se retrouver dans les parcs. Puis, encore dans le discours du vilain, puis du déviant, comme si les personnes qui sont utilisatrices de drogue ne sont pas des parents ou des mononcles eux-mêmes, puis comme si... C'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde. Oui. Oui. Et puis, ça fait que dans la tête de politicien, c'était, je vais te donner une seringue nouvelle en échange d'une seringue utilisée. Mais ça ne comprend pas que l'utilisation dans une journée, c'est plusieurs dizaines, puis plusieurs seringues. Puis on ne veut pas que les gens se promènent avec leurs seringues utilisées. On veut qu'ils soient mis dans des biohazard bins le plus vite que possible. Mais là, on se retrouvait avec les gens qui gardaient leurs seringues utilisées avec absolument des taux d'hépatite C puis de VIH pour pouvoir avoir accès parce que c'était un échange. Puis ça l'a seulement arrêté parce que c'est la police, quand on faisait des tap-down, que là, on les mettait à risque parce que les seringues utilisées étaient gardées sur sa personne pour justement attendre que le service soit ouvert le lundi, le mardi, à midi puis 14 heures. C'est un exemple de comme... Oui, rien sans nous, pour nous, parce que les utilisateurs de drogue auraient pu nous le dire avant. Auraient pu dire cette pratique-là d'échange de seringues, ça va pas, c'est pas réaliste, là. Oui, ça n'a pas fonctionné comme c'était prévu. Non. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé cette première partie de la conversation avec Mélanie Stafford et nous vous invitons à revenir à écouter la suite de la discussion. En attendant, vous pouvez consulter le site d'actionontarienne.ca pour avoir plus d'informations.